Salut, tu t'es déjà demandé comment les designers travaillaient sur les rebrandings des grandes marques et surtout comment ces grandes marques faisaient pour choisir leur nouveau logo? Eh bien aujourd'hui, je te propose de plonger avec moi dans le rebranding que j'ai effectué pour mon client Pigment. Allez, c'est parti! Déjà, pour démarrer, si tu ne connais pas Pigment, c'est aujourd'hui une des plus grosses startups French Tech qui existent sur le marché. Ils proposent ce qu'on appelle une plateforme de planification. En gros, c'est un logiciel SaaS qui va permettre aux entreprises d'établir leur budget pour l'année à venir et aussi de permettre à leurs équipes RH de planifier des embauches et les salaires pour aller en face de ces objectifs et enfin aux sales de prévoir leur target pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs. Plus tôt cette année, en 2024, Pigment a levé 145 millions de dollars lors d'une série D. Une série D, pour une entreprise, c'est la 4e ou 5e fois qu'elle lève des fonds et c'est donc synonyme d'un moment où elle va vouloir vraiment passer aux choses sérieuses, aller chercher des clients plus gros, de stature mondiale et donc avoir l'air plus sérieuse, avoir les reins solides et avoir l'air plus corporate. C'est ce que personnellement j'appelle la fin de l'adolescence d'une marque. Dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'être contacté par l'équipe Pigment et dès le début, la demande était un petit peu particulière puisque j'ai dû opérer en tant que commando sur ce projet. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, les grandes lignes du branding avaient été posées par une agence américaine dont je dois taire le nom pour des raisons de confidentialité, mais malheureusement, le logo ne leur convenait pas. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai dû intervenir, leur créer un logo unique, mémorable, qui corresponde à ce dont ils ont besoin. Le brief était à la fois simple et compliqué. Pigment, c'est un nom qui rappelle l'art. Il fallait donc que ce logo soit en rapport avec l'art, mais on voulait également qu'il ait l'air pas trop sketchy, mais plutôt élégant et assez haut de gamme. C'était vraiment une volonté importante de la part des deux founders de la marque. Donc sans plus tarder, pour démarrer le processus de recherche sur un logo lorsqu'on est sur un projet comme ça, moi je démarre en faisant de la veille. Bien sûr, de la veille en regardant ce qui se fait sur le marché, quels sont les logos des concurrents, quels sont les logos tendances du moment, mais également des recherches à partir du nom et de concepts visuels. Donc je fais des recherches Google Images et aussi des recherches sur l'historique de la marque. Vu qu'on s'ancre dans un historique, il est important de voir ce qu'était la marque avant et ce qu'elle va devenir maintenant pour vraiment créer une continuité, même si on décide de la renouveler et de la rendre très différente. En branding, il y a deux grands types de logos. Les logos fontes qui sont uniquement composés d'un texte et les logos marques avec un symbole apposé à côté du nom. Lorsqu'on travaille dans l'univers des startups et plus largement des apps digitales, il est plus important de partir sur la deuxième version car on aura besoin d'un petit sigle qui fonctionnera comme une icône. C'est à ça qu'on reconnaît l'appli digitale dans son téléphone par exemple. Et donc très rapidement, je me suis posé la question de ce à quoi pourrait ressembler ce petit marque dans le logo. Très vite, je suis arrivé avec un concept qui me plaisait assez bien où l'idée était de mélanger donc des pigments représentés un peu comme des gouttes de peinture avec le P du nom pigment et aussi le tout rentrait dans un carré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le logiciel, c'est avant tout des tableurs, c'est des choses qui sont très carrées, très structurées. C'était aussi un point important pour la marque et donc je trouvais que ce logo représentait bien les trois idées. Je l'ai présenté à la CEO de l'entreprise qui était à première vue assez emballée, mais après quelques jours de réflexion et lorsqu'elle l'a présenté à des gens autour d'elle, malheureusement c'est passé l'impensable. Des gens y ont vu une croix gammée que je ne vais pas représenter à l'écran, vous comprendrez bien pourquoi. Et ça, malheureusement, lorsqu'on est un designer, si autour de vous, vous présentez un logo et que 2 ou 3 y voient une croix gammée, une et que sais-je encore, malheureusement, ce sont des points de vue qu'il faut toujours prendre en compte. Si sur 10 personnes, 2 ont vu ça, alors sur 20 000, il y en aura forcément 4 000 qui vont voir ça également. Et on ne veut absolument pas de ça pour nuire à son image de marque. Il a donc fallu repartir de zéro. Et à partir de là, le travail a été plus compliqué puisqu'il fallait s'affranchir de cette idée qu'on était plusieurs à bien aimer et repartir sur une nouvelle idée, page blanche. À partir de là, j'ai mené pas mal d'explorations avec bien sûr les côtés Mondrian, vous voyez, qui vous rappelaient les bacs de pigments comme on l'a évoqué un petit peu avant, mais aussi ce côté artistique et ce côté tableur structuré. Je trouvais que l'idée était intéressante de faire la comparaison entre un tableau de Mondrian et un tableur Excel.
J'ai aussi fait pas mal de recherches sur la superposition des couleurs, que ce soit en RGB ou en CMJN. Encore une fois, pour exprimer l'idée que les pigments de couleurs s'additionnent et créent des nouvelles couleurs. C'est un petit peu ce qui traduit l'idée que le logiciel permet de faire se croiser des datas et qu'ensemble, elles permettent de révéler de nouvelles choses à propos du business. Et enfin, j'ai travaillé tout un tas de différents logomarques autour de ces idées et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment eu énormément d'itérations. Le résultat que vous voyez d'un logo est toujours simple, ça fait partie inhérente d'un logo. Il doit être simple, reconnaissable, identifiable, unique, mémorable. Mais le travail qui mène à ce logo est parfois très compliqué. Il peut y avoir jusqu'à 300-400 variations pour arriver à ce résultat simple. Comme c'est le cas souvent, et ça a été le cas lorsque j'ai designé le logo d'Algolia, eh bien, la bonne idée est apparue vraiment à la dernière minute. Petite précision, c'est toujours mieux de travailler un marque en noir et blanc, car s'il marche en noir et blanc, il marchera en couleur, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. On se concentre d'abord sur la forme avant de se concentrer sur les couleurs. À propos des couleurs, du coup, il y a eu pas mal d'échanges aussi autour de ça. Ce qui était important pour nous, c'était que comme on parle de pigments, on veut les couleurs primaires. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est attardé sur ce rouge, ce bleu et ce jaune. À noter que le logo marche en 3 couleurs et c'est sa version de base, celle qu'on appellera la générique. Mais il marche aussi décliné dans toutes les couleurs de la charte et c'était quelque chose qu'on voulait pour le logo, qu'il soit évolutif et qu'il change de couleur. Capeto, il représente pigment, donc il doit arborer toutes les couleurs du spectre. Maintenant, une fois que le marque il est fait, eh bien, il faut passer à la fonte. Quelle fonte on va utiliser pour exprimer le nom? Et à ce moment-là, c'est souvent un petit peu la seule exception qu'on va faire à l'utilisation de la fonte qui sert à la charte. On peut se permettre d'avoir une fonte unique, un petit peu plus type display, qui n'est pas forcément faite pour les longs textes, qui donnera du caractère et une personnalité à la marque. Pour rappel, sur ce projet-là, on avait des besoins de créer une marque élégante, haut de gamme, statutaire, sérieuse. Donc très rapidement, le fait d'écrire le nom en full caps, c'est imposé à nous. Quand on écrit en full caps, on a l'air plus institutionnel, on a l'air plus sérieux, plus officiel. Pensez notamment aux écritures qui sont sur les palais de justice. Ce genre d'affichage-là est toujours en majuscule, c'est ce qui donne un côté sérieux et institutionnel à la marque. À partir de là, j'ai fait plein de tests avec plein de différentes fontes. Et comme vous pouvez le voir, elles donnent des personnalités tout à fait différentes à la marque. Comme on voulait une marque plutôt élégante et premium, il semble que des corps de graisse de fin à moyen soient plus adaptés que des corps très bold, très gras, qui eux seront plus bam, in your face et qui ne correspondent pas à l'idée d'élégance qu'on veut se faire pour cette marque. Et au final, le choix s'est porté sur la typo qui s'appelle la Red Hat Display. C'est une Google Font si vous voulez aller la voir. Je la trouvais assez clean, élégante et géométrique. Elle rappelle un petit peu les tracés Bauhaus des années 50 avec notamment ce G très rond, ce P franc et ce E très droit. Elle correspondait donc bien à l'idée artistique qu'on voulait apporter au logo. Le dernier traitement, ça a été bien sûr de gérer le spacing entre les lettres, ou qu'on appelle encore le kerning. Et donc ce spacing, pour donner un côté statutaire plus installé, on l'a légèrement écarté, ce qui permet au nom de s'installer un petit peu plus en long et d'encore asseoir son côté statutaire. Donc ça y est, on a tous nos éléments de logo, on a la forme du sigle, on a les couleurs qu'on va utiliser, on a la fonte qu'on va utiliser. La dernière étape maintenant, c'est de sizer ces éléments entre eux. Et c'est vraiment une étape qui n'est pas si simple que ça. Je vous montre ici un petit peu les arbres de décision avec les différentes possibilités qu'on a envisagées. Et donc là, il s'agit de répondre à des questions un petit peu plus techniques autour du logo. Est-ce qu'il va rétrécir comme il faut? Est-ce que quand il sera affiché en tout petit, il sera encore lisible? Est-ce qu'en énorme, il ne sera pas choquant? Est-ce que les choses sont visuellement équilibrées? Est-ce que l'écart est suffisant pour distinguer le nom du sigle, mais suffisamment petit pour que l'ensemble semble être un bloc? C'est un peu toutes ces questions auxquelles on essaye de répondre. Et voilà, voici le logo final qui a donc été vendu à Pigment pour leur rebranding. J'en suis personnellement très satisfait car il correspond bien au brief initial et à leurs demandes et ainsi qu'aux objectifs de l'entreprise. Le résultat, comme vous le voyez, il est très simple. Encore une fois, un logo, c'est toujours très simple. Mais le processus pour arriver à cette simplicité
il est parfois très compliqué et surtout pas linéaire. Il est fait beaucoup de phases avant, arrière. Il y a eu pas mal de présentations en interne, que ce soit à l'équipe design ou au C-level directement. D'ailleurs, petit cut pendant que je suis en train de faire le montage de cette vidéo pour remercier tout particulièrement l'équipe Pigment qui m'a fait confiance. Je pense notamment à Eleonore Crespo, CEO de Pigment, mais également Théa et surtout Benjamin Berger qui m'a fait confiance et qui a réalisé un travail incroyable sur le rebranding Pigment. Aujourd'hui, on parle seulement du logo, mais c'est la phase émergée de l'iceberg dans un rebranding. Il y a énormément de travail, notamment sur le site web et tous les assets et collatéraux, et il a fait un travail incroyable. Et finalement, celui-là a mis d'accord tout le monde à la fin. Il y a un petit peu ce truc magique qui se passe quand on a finalement le bon logo, c'est que tout le monde le sait et c'est immédiat. Il n'y a même plus besoin de l'expliquer. En tant que designer, lorsqu'on est dans un processus comme ça long et qu'on se sent un petit peu perdu et qu'on a l'angoisse de la page blanche, eh bien, il faut toujours se ramener à quel est le cap, quel est l'objectif, quelle est la problématique business qu'on souhaite résoudre via ce logo. Je vous le rappelle, le design, c'est pas de l'art, on fait pas des choses pour qu'elles soient belles, mais on apporte une réponse visuelle à une problématique business. Donc la question que je vous pose à cette fin de vidéo, c'est pas est-ce que vous aimez ce logo? Ça, on s'en fiche un peu, mais plutôt est-ce que vous pensez que c'est une bonne réponse graphique à une marque qui souhaite se rendre plus corporate? Je vous laisse donc répondre à cette question en commentaire. N'hésitez pas à me faire des feedbacks sur ce que vous auriez fait différemment si c'était vous ou au contraire ce que vous avez aimé dans ce process. N'hésitez pas à me suggérer des nouvelles idées de vidéos. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt. À plus. Bye! C'est fatigant, je me fatigue.